Le vin, rouge profond, dessinait un mince cercle sur le bois blond de la table basse. Dehors, la pluie glissait contre les vitres, sans hâte, comme si elle cherchait à s'attarder. Elle se pencha lentement vers l'étagère, juste au-dessus de ma tête, un geste anodin, presque distrait. La serviette blanche qui enveloppait ses hanches se relâcha d'un demi-centimètre. Mon regard resta fixé sur la bougie vacillante posée entre nous, mais elle dut sentir le léger déplacement de l'air, ou le poids de mon silence. En redescendant, son bras effleura le mien, intentionnellement lent. Son souffle, imperceptible, vint mourir près de mon cou. Aucun mot. Juste cette absence de parole qui disait tout. Quand elle posa le verre devant moi, ses doigts touchèrent les miens une fraction de seconde de trop. Et quand enfin je levai les yeux vers elle, vraiment levé les yeux, elle ne détourna pas les siens. Je m'appelle Julien. J'ai 28 ans et je travaille dans l'entretien d'un petit réseau d'immeubles de charme, en plein cœur de Bordeaux. Rien de prestigieux. La plupart du temps, je débouche des éviers, répare des chauffe-eau ou recolle des plaintes. Je connais les craquements de chaque plancher, les caprices des vieux radiateurs, les endroits précis où la peinture s'écaille sans prévenir. Ça ne fait rêver personne. Mais ça me va. Ça me laisse tranquille. Je vis dans l'un des bâtiments que j'entretiens, rue du Palais Gallien, au 2e étage. Mon studio est modeste, parquet ancien, mur blanchi à la chaux, une grande fenêtre qui donne sur une cour intérieure plantée de glycine. C'est un peu humide en hiver, trop lumineux en été, mais c'est chez moi. Mon espace. Mon silence. J'y vis seul. J'y dîne seul. J'y pense beaucoup. Parfois un peu trop. La routine me va bien. Elle tient mes pensées à distance. Et puis, un mardi après-midi de mars, elle est arrivée. J'étais en train de forcer la serrure de la boîte aux lettres du 3B, un problème de clé tordue, classique quand la porte vitrée de l'entrée s'est ouverte dans mon dos. J'ai entendu d'abord les roulettes d'une valise sur les carreaux, puis le son sec de talons mesurés. Pas pressé, pas bruyant. Juste sûr. Je me suis retourné. Elle était là. La quarantaine, peut-être un peu plus. Grande. Les traits paisibles mais affirmés. Elle portait un pantalon beige en lin, une chemise d'un bleu doux rentrée dans sa ceinture. Pas de maquillage visible, juste un soupçon de mascara, et les cheveux relevés dans un chignon bas, traversé de mèches échappées. Elle m'a regardé et a souri. Un sourire sans urgence, sans séduction, mais qui s'est logé quelque part dans ma cage thoracique avant d'atteindre mes nerfs. « Vous devez être Julien », a-t-elle dit, la voix posée, grave, étonnamment douce. Je me suis redressé, les paumes encore pleines de poussière de métal. « C'est si évident ?» Elle a désigné ma ceinture à outils en arquant un sourcil. Disons que j'ai deviné. J'ai ri, un peu maladroitement. « Vous emménagez dans le 3B ?» Exactement. Sophie Blake. Elle a tendu la main. Sa poigne était assurée, mais sa peau étonnamment douce. Je l'ai serrée une seconde de trop, sans doute. Je vais rester ici quelque temps, a-t-elle ajouté en balayant le hall du regard. Mon divorce vient d'être prononcé. J'avais besoin d'un ailleurs. Je n'ai rien trouvé à répondre à ça. Alors j'ai simplement hoché la tête. Bienvenue, alors. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis souvent dans le coin. Elle m'a fixé avec une curiosité légère. Pas intrusive. Plutôt, attentive. C'est bon à savoir. Et elle est montée. Sans se retourner. Mais avec ce regard, lancé juste avant de franchir la première marche, qui m'a poursuivi bien après qu'elle ait disparu. Le lendemain matin, je l'ai revue dans la cour, assise sur le vieux banc de pierre. Elle lisait un livre, les jambes croisées, un mug posé à côté d'elle. Elle ne m'a pas vu. Ou alors elle a fait semblant de ne pas voir. Moi, je suis resté là, à côté des boîtes aux lettres, à bricoler sans raison valable, juste pour la regarder, sans en avoir l'air. Le surlendemain, je réparais une fenêtre du palier quand elle est sortie. « Vous êtes vraiment toujours là, vous, non ?» a-t-elle lancé, sans ironie. J'ai souri. C'est mon boulot. Elle a acquiescé. Puis, comme si elle parlait à voix basse pour elle-même. Les mains sûres, c'est rare. Je n'ai pas compris pourquoi cette phrase m'a marqué. Le ton peut-être. Neutre, en surface. Mais il y avait quelque chose dessous. Quelque chose qu'on ne nomme pas. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à remarquer.
tout. Ses volets qui s'ouvraient chaque matin à 8 heures précises. Le moment où elle descendait avec sa tasse. Les soirs où sa lumière restait allumée plus longtemps. Je me disais que c'était juste de la curiosité. Juste la nouveauté. Mais au fond de moi, je savais déjà. Et j'aurais dû m'en méfier. Une semaine passa. Peut-être un peu plus. Sophie était toujours là, en arrière-plan, comme un motif discret dans le papier peint de mes jours. Pas un événement. Une impression. Je la croisais dans l'escalier, dans la cour, parfois de loin à travers une vitre. Et toujours, il y avait cette retenue dans nos échanges, cette politesse tendue comme un fil, sous laquelle battait quelque chose de plus dense. De moins sage. Un matin, en revenant des combles où j'avais remplacé un disjoncteur, je vis que la porte de son appartement était entr'ouverte. Rien d'alarmant, juste une fente de lumière chaude, une musique ancienne filtrant à peine. Un vieux jazz, râpeux et doux comme une fin de nuit. Je ralentis. Juste assez pour entendre les notes. Puis je toquai. Une impulsion, pas un plan. Le disque s'arrêta. Un pas léger, puis elle ouvrit. Elle portait un pull fin couleur ivoire, des cheveux encore humides tombant en boucle sur ses épaules. Elle ne sembla pas surprise. Juste un peu ailleurs. « Bonjour », dit-elle simplement. Je passais par là. Je voulais m'assurer que le chauffage ne faisait plus de bruit. Elle pencha la tête, les lèvres à peine relevées. « Il va bien. Mais entrez si vous voulez vérifier. » Je suis entré. L'appartement sentait les agrumes et quelque chose de plus végétal. Une bougie brûlait sur la table basse, et dans un coin, un plaid retombait d'un fauteuil comme un souvenir oublié. Je m'agenouillai devant l'appareil. Silencieux. « Vous savez, dit-elle en reprenant place sur le canapé, je ne pensais pas que vous reviendriez. » Je haussai les épaules sans me retourner. « Pourquoi ? Vous ne semblez pas du genre à chercher des prétextes. » Je me relevai lentement. Nos regards se croisèrent. Peut-être que je n'en ai plus besoin. Elle ne répondit pas. Mais son visage se ferma à peine, comme si elle luttait contre une idée qu'elle n'osait pas encore accueillir. Je me suis assis en face d'elle, à distance. Le genre de distance où l'on peut encore feindre que rien ne dérive. Elle reprit doucement. Ce n'est pas la solitude qui me dérange. C'est ce qu'elle fait dire aux gens. Comme quoi ? Comme, ce n'est rien, ou, je préfère être seul. J'ai hoché la tête. Je crois que la solitude est moins cruelle que les compromis mal choisis. Elle sourit, mais c'était un sourire triste. Vous parlez comme quelqu'un qui a déjà dû choisir. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Elle lisait au-delà des mots. C'était peut-être ça qui me troublait le plus chez elle. Le silence s'étira. Pas inconfortable. Chargé. Elle reprit. J'ai vécu dans une maison pendant 15 ans où chaque meuble avait une place précise. Où les objets ne bougeaient jamais. Et pourtant, je n'y ai jamais trouvé ma place. Je l'écoutais. Vraiment. Sans rien chercher à résoudre. Elle regarda par la fenêtre un long moment, puis se leva. Vous voulez du thé ? Pourquoi pas ? Elle prépara 2 tasses dans la petite cuisine ouverte. Son dos était droit, ses gestes lents. Elle ne me tournait pas le dos, pas vraiment. C'était une manière de ne pas brusquer le moment. De nous laisser respirer. Elle revint, me tendit la tasse. Nos doigts se frôlèrent. Elle ne bougea pas. Moi non plus. Vous êtes jeune, dit-elle soudain. Mais vous ne dégagez pas l'urgence des gens de votre âge. J'ai appris à attendre, répondis-je. Vous attendez quoi ? Je la regardai longtemps avant de répondre. Que les silences deviennent clairs. Elle parut surprise. Juste un peu. Puis elle s'assit de nouveau, ses jambes repliées sous elle. J'ai peur, murmura-t-elle. De quoi ? De ce que je pourrais vouloir sans en avoir le droit. J'ai posé ma tasse. Lentement. Ce que l'on veut en silence n'abîme personne. Ce n'est pas un crime de ressentir. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle pesait chaque mot, chaque respiration. Mais ce que l'on ressent finit toujours par vouloir exister. Je n'ai rien dit. Elle avait raison. Nous sommes restés là encore un long moment, jusqu'à ce que le disque redémarre, presque par magie. Et c'est dans cette musique douce, entre les rumeurs du dehors et le souffle du thé, que quelque chose s'est noué.
Pas de promesses. Pas d'élan. Juste la conscience, mutuelle, que nos présences ne se fuyaient plus. Les jours ont rallongé. Bordeaux se réchauffait peu à peu, et la cour intérieure commençait à sentir le chèvrefeuille les après-midi. Sophie continuait à apparaître toujours sans prévenir, mais jamais par hasard. C'était devenu un rythme. Une habitude qu'on n'avait pas décidé mais qu'aucun de nous ne brisait. Je croisais son regard derrière une vitre, en relevant les stores d'un voisin. Où elle descendait chercher son courrier au moment exact où je sortais les sacs de tri. Parfois, elle ne disait rien. Un hochement de tête, un sourire à peine dessiné. Mais tout était là. Un mardi, en fin de matinée, je la vis dans la cour, assise contre le muret près des plantes. Elle portait un jean retroussé, une chemise ample et avait les pieds nus dans l'herbe rase. Elle lisait, les paupières mi-closes. Je ne voulais pas interrompre. Mais elle leva la tête avant même que je ne passe le portail. « Tu veux t'asseoir » demanda-t-elle sans se lever, sans me tutoyer vraiment, mais sans cette distance polie non plus. Je m'assis. Pas trop près. L'ombre d'un figuier nous couvrait à moitié. Je pensais que tu travaillais le mardi. J'ai terminé plus tôt, répondis-je. Elle hocha la tête, puis tendit le bras vers son sac et en sortit un petit carnet à couverture brune. J'écris ici parfois. Pas des journaux intimes. Juste des morceaux de pensée. Elle me le tendit. Je le pris, sans trop savoir si j'avais le droit de le lire. Mais elle acquiesça d'un léger mouvement du menton. Les pages étaient pleines de phrases incomplètes, de notes sans ponctuation, d'observations. Certaines banales. D'autres, douloureuses. Il y avait une phrase soulignée 2 fois. Parfois, on attend si longtemps de sentir à nouveau, qu'on ne reconnaît plus le moment quand il arrive. Je relevai les yeux. Elle ne me regardait pas. « Tu écris souvent ça ?» demandai-je. « Quand je ne sais pas quoi faire de ce que je ressens. » Elle reprit le carnet et le referma doucement. « Et toi, Julien ? Tu fais quoi quand ça déborde ?» Je souris sans joie. « Je répare des choses. » Elle se tourna vers moi. « Tu penses que réparer ce qu'il y a autour peut empêcher ce qu'il y a dedans de se fissurer ? Non. Mais ça donne une illusion d'ordre. Et parfois, ça suffit pour ne pas couler. » Elle ne dit rien. Puis, « J'aimerais que ce soit suffisant. » Le vent fit bouger une mèche de ses cheveux. Elle ne la repoussa pas. Son regard se perdit vers le ciel pâle. Nous sommes restés là presque 1 heure. Par moments, elle parlait. Des livres. D'un voyage à Lisbonne où elle s'était perdue seule. D'un restaurant italien à Paris où elle n'était jamais retournée parce qu'un souvenir y était resté accroché. Elle parlait avec cette distance douce des gens qui ont désappris à attendre qu'on les écoute. Et moi, je l'écoutais comme si chaque détail était une clé. Non pas pour l'atteindre, mais pour comprendre ce qu'elle ne disait pas. Avant de rentrer, elle dit doucement. Il y a des gens qu'on croise trop tard. Ou trop tôt. Je ne sais pas ce qui est le plus cruel. Je n'ai pas su quoi répondre. Ce soir-là, en remontant chez moi, je suis resté longtemps debout près de ma fenêtre. Sa lumière était allumée. Elle marchait lentement dans son salon, un verre à la main. Elle s'arrêta un moment, comme si elle sentait que je la regardais. Mais elle ne leva pas les yeux. C'était peut-être ça, ce qui naissait entre nous, une présence invisible, mais qui modifiait l'air. Quelque chose qu'on reconnaît sans l'avoir nommé. Il y eut un jeudi où le vent s'engouffrait dans la cage d'escalier comme un souffle ancien, porteur d'odeurs de pierre mouillée et de lessive chaude. J'avais terminé ma tournée d'inspection plus tôt que prévu, mais je restais dans le bâtiment, traînant sans raison entre les étages. Peut-être que j'espérais. Au moment de redescendre, j'entendis une porte s'ouvrir derrière moi. Julien. Sa voix était basse, presque étonnée de m'avoir trouvé là. Je me retournai. Sophie était en jean sombre et pull bleu nuit, pieds nus. Elle tenait une enveloppe entre les doigts. J'ai trouvé ça dans ma boîte, dit-elle. Je ne sais pas à qui c'est. Elle me tendit l'enveloppe. Mauvais nom, mauvais numéro. Rien d'urgent. Je vais le rapporter à la loge, répondis-je. Elle ne me lâchait pas des yeux. Tu veux un café ? C'était la première fois qu'elle m'invitait sans détour. Pas un prétexte, pas un filtre. J'acceptais. L'intérieur était différent. Pas changé, non, mais un détail m'a paru que je n'avais pas remarqué auparavant, un plaid rangé,
des livres empilés au sol, une fenêtre entr'ouverte qui laissait entrer le souffle du dehors. L'espace était habité autrement. Comme si elle y avait enfin déposé quelque chose d'elle-même. Nous nous sommes assis, chacun dans un coin du canapé, 2 tasses entre nous. Elle mit de la musique, discrète, un piano minimaliste qui faisait résonner le silence plutôt que le combler. « Tu n'as pas froid, pieds nus ?» demandai-je après un moment. Elle secoua la tête. « J'ai toujours aimé sentir le sol. Ça m'ancre. » Je souris. « Moi, c'est les outils. » Elle leva les yeux vers moi, légèrement amusée. « Tu es vraiment un homme pratique. » Non. Juste quelqu'un qui supporte mal ce qu'il ne comprend pas. Elle sembla marquer le coup, comme si mes mots l'avaient effleuré plus qu'elle ne l'aurait voulu. Je comprends. Moi, j'ai passé des années à vouloir comprendre ce que je ressentais. Et j'ai fini par ne plus rien ressentir du tout. Elle posa sa tasse. Il y a eu une époque où j'étais pleine de promesses. Pas celles qu'on fait aux autres. Celles qu'on se fait en silence. Je la regardais. Et ensuite ? Ensuite, j'ai appris à me contenter. Je murmurais, presque pour moi-même. Je ne veux pas que tu te contentes. Un silence. Long. Dense. Elle ferma les yeux. Moi non plus. Mais je ne sais plus ce qu'on a le droit d'espérer. Elle se leva lentement, s'approcha de la fenêtre, la referma sans bruit. Puis elle revint, mais ne se rassit pas. Elle me fixa. Tu es là. Tu m'écoutes. Tu ne demandes rien. Et ça me trouble plus que si tu avais tout voulu. Je ne bougeais pas. Je savais que ce moment ne demandait ni geste ni réponse. Elle resta debout quelques secondes encore. Puis, dans un souffle. Je crois que j'ai peur de ne plus savoir aimer librement. Je me levai, lentement. Pas pour l'approcher. Juste pour exister à sa hauteur. Alors laisse-moi être quelqu'un qui ne t'oblige à rien. Elle détourna les yeux, mais je vis ses épaules se relâcher. Comme si elle déposait un poids invisible. Puis elle sourit. À peine. Tu es jeune, Julien. Et toi, tu es belle quand tu ne t'excuses pas de l'être. Elle inspira doucement. Pas un rire. Pas une surprise. Un accueil. Silencieux. Nous ne nous sommes pas touchés ce soir-là. Et pourtant, j'ai senti que quelque chose avait changé. Pas un basculement. Une inflexion. Comme si nous avions franchi un seuil invisible, celui où l'on commence à habiter le regard de l'autre. Avril s'installait lentement sur la ville. Les rues sentaient la terre tiède et les glycines en fleurs. Le matin, un rayon de soleil frappait directement ma fenêtre vers 8 heures, et chaque jour, je me levais un peu plus tôt, comme si quelque chose m'y appelait. Je croisais Sophie plus souvent. Pas par hasard, plus maintenant. C'était devenu une évidence douce. Une ligne à suivre sans l'avoir dessinée. Un samedi, je la vis sortir du bâtiment, un livre à la main, un tote bag à l'épaule. Je descendais en même temps, et nos pas se croisèrent au palier. « Tu vas quelque part ?» demandai-je, un peu trop vite. Elle sourit doucement. « À la galerie du quai. Il y a une exposition de photos argentiques. Des portraits. Noir et blanc. Tu veux venir ?» Je dis oui sans réfléchir. Pas pour être avec elle, c'était plus simple que ça. Je voulais voir ce qu'elle regardait. Nous avons marché côte à côte jusqu'au fleuve. Pas d'effusion. Pas de conversation continue. Juste la conscience de notre proximité. Elle tenait son sac contre elle comme on protège un secret. Moi, je gardais les mains dans mes poches pour ne pas trahir ce que je n'étais pas encore prêt à avouer. La galerie était silencieuse. Les murs blancs accentuaient les noirs profonds des clichés, leurs ombres nettes, leurs grains palpables. On aurait pu entendre notre respiration. Sophie s'arrêta devant un portrait d'une femme âgée. Les yeux fixaient l'objectif sans peur. Le visage était nu, marqué, et pourtant paisible. « Elle ne cache rien », murmura-t-elle. Je suivis son regard. Peut-être parce qu'elle n'a plus rien à perdre. Elle secoua la tête. Non. Je crois que c'est parce qu'elle n'a plus besoin de se justifier. On resta là un moment. Puis elle se tourna vers moi. « Est-ce que tu me regardes comme ça, toi aussi ?» Je la fixai. « Je ne regarde personne comme je te regarde. »
Elle baissa les yeux. Mais ce n'était pas de la gêne. Plutôt une façon de recueillir mes mots. Nous sommes sortis sans rien dire de plus. Sur le chemin du retour, elle me parla de sa sœur, de la dernière fois qu'elle s'était sentie jeune. Ce n'était pas une confession. Juste un partage. Le genre de parole qu'on ne donne qu'à ceux qui ne réclament rien. Devant le portail de l'immeuble, elle s'arrêta. Merci d'avoir marché avec moi. Je hochai la tête. Et au moment où je tournais la clé dans la porte, elle ajouta. Tu me rappelles que je suis encore vivante. Je me retournai. Nos regards se croisèrent, et pour la première fois, je vis une brèche. Pas une faille. Une ouverture. Une fatigue qu'elle n'essayait plus de masquer. Moi, tu me rappelles que je n'ai pas besoin d'être autre chose que ce que je suis. Elle ne répondit pas. Mais ce soir-là, sa fenêtre resta allumée plus tard que d'habitude. Et la lumière, je l'ai regardée comme on attend un signal. Pas un feu vert. Une permission. La nuit avançait, lente. Et moi, je comprenais enfin ce que c'était que d'attendre sans impatience. Parce qu'attendre, quand c'est pour quelque chose de juste, ce n'est pas souffrir. C'est tenir bon. C'était un lundi soir. L'air avait cette tiédeur incertaine des premiers vrais jours de printemps. Je rentrais d'un dépannage dans un immeuble voisin, un peu plus tard que d'habitude. Mon téléphone vibra à peine arrivé sur le palier. Un message. Numéro inconnu, mais je reconnus l'écriture dans la photo jointe, une main, posée sur un livre ouvert, et la mention. Si tu es encore debout, la porte est entr'ouverte. Je n'ai pas réfléchi. Je suis monté. La lumière dans son salon était basse, filtrée par un abat-jour en rotin. Une musique très douce venait de l'intérieur, une voix féminine, grave, en italien. Sophie était assise sur le tapis, jambes croisées, dos droit. Elle ne se leva pas. Elle portait une robe noire simple, longue, qui dégageait ses épaules. Ses cheveux étaient libres. Mais ce n'était pas une saine pensée. C'était elle, à ce moment-là. Rien d'autre. Je refermai la porte derrière moi. Le cliquetis du loquet résonna plus fort que la musique. Je ne bougeais pas. Je me suis demandé si tu viendrais, dit-elle. Tu savais que je viendrais. Elle leva les yeux vers moi. Pas de sourire. Pas de masque. Alors pourquoi as-tu attendu que je t'invite ? Je m'approchai. Lentement. Puis m'assis face à elle, à quelques centimètres. Parce que je voulais que ce soit toi qui décides. Elle hocha la tête. Une ombre passa dans son regard. Tu me laisses beaucoup d'espace. Tu en as besoin. Oui, souffla-t-elle. Mais ce soir, j'ai besoin de moi. Un silence. Pas vide. Rempli d'une attente douce. Je tendis la main, pas pour la toucher. Juste pour qu'elle voie. Elle posa la sienne dans la mienne, sans hésitation. Nos paumes se reconnurent. Ce n'est pas raisonnable, murmura-t-elle. Non. Mais c'est réel. Elle se pencha légèrement vers moi. Son front vint effleurer le mien. Un geste de repos, pas de conquête. Tu me vois comme je suis, Julien. Et je n'ai plus peur de ne pas suffire. Je fermai les yeux. Tu es exactement ce que tu dois être. Rien de moins. Puis elle posa ses lèvres sur les miennes. Lentement. Délicatement. Ce n'était pas un baiser pour ouvrir un chapitre. C'était un baiser pour reconnaître tout ce qui avait précédé. Tous les gestes retenus. Toutes les phrases laissées en suspens. Nos mains restèrent liées. Nos souffles s'accordèrent. Quand elle se recula, elle ne s'éloigna pas. Elle s'assit contre moi, sa tête posée sur mon épaule. Tu sais que ce ne sera pas simple, dit-elle. Je ne suis pas venu pour ce qui est simple. Et si ça ne dure pas ? Alors on aura eu ça. Et ça aura suffi. Elle sourit. Enfin. Un sourire tranquille. Entier. Plus tard, nous sommes restés allongés sur le canapé, sans chercher à remplir le silence. Ses pieds nus contre les miens. Ses doigts jouant avec les miens comme si elle découvrait un rythme nouveau. Le temps ne comptait plus. Je regardais la pluie qui commençait à tomber sur la verrière, et je compris que ce moment, aussi fragile qu'il soit, avait déplacé quelque chose en moi. Un centre. Ce n'était pas une histoire qu'on raconte.
C'était une histoire qu'on vit. À voix basse. À deux. Et ce soir-là, je sus que même si tout devait redevenir silence, j'aurais connu ce souffle. Cette lumière. Ce regard qui ne demande rien, mais dit « je te vois ». Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour avancer. Même lentement. Même sans promesse.